Bonsoir Charlotte de Rouen. Bonsoir Alban, bonsoir à toutes et à tous. C'était un sommet décisif, attendu depuis longtemps, mais la rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'a finalement pas eu lieu. Le chef d'État rwandais ne s'est pas rendu à Luanda aujourd'hui. Plusieurs centaines, voire peut-être même des milliers de morts à Mayotte après le passage du cyclone Chido. Le préfet de ce département français craint un bilan très lourd. Cette réunion des chefs d'État de la CEDEAO aujourd'hui à Abuja, ils ont pris acte de l'intention du Niger, du Burkina et du Mali de quitter l'organisation. Une période de transition de 6 mois va s'ouvrir. On fait le point dans un instant. Qui sera le prochain ballon d'or africain? Le suspense prendra fin demain soir. Mais au Maroc, on soutient avec force Achraf Hakimi. Elle n'a finalement pas eu lieu, la rencontre entre les présidents congolais et rwandais à Luanda en Angola. Félix Tshisekedi et Paul Kagame devaient se retrouver à l'invitation de leur homologue João Lourenço, médiateur de l'Union africaine entre les deux pays. On vous retrouve Paulina Zidi en direct depuis Kinshasa. Paulina, l'objectif était de parvenir à un accord de paix, mais des tensions sont apparues avant même l'arrivée des chefs d'État, des tensions qui ont fait donc échouer cette rencontre. Oui, au final, le président Paul Kagame n'a donc pas fait le déplacement à Luanda et seul le président congolais, arrivé dans la matinée, s'est entretenu avec le chef de l'État angolais, mais aussi avec l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, qui pilote, lui, l'autre processus sur l'est de la RDC, celui de Nairobi, qui encadre les négociations avec les groupes armés. Des tensions étaient apparues hier quand les ministres des Affaires étrangères ont commencé leur discussion. Pourtant, on travaille sur le scénario de la signature d'un accord assuré, une source diplomatique. Encore samedi, c'est finalement quand il a été question d'entrer dans le détail de cet accord que les esprits se sont échauffés, et c'est la question d'un dialogue direct entre le pouvoir congolais et les rebelles du M23 qui a fait divergence. Ces discussions exigées par les Rwandais, c'est la ligne rouge de Kinshasa depuis plus de 2 ans. Alors est-ce que le processus de Luanda va pâtir de cet échec? Ici à Kinshasa, avant cette rencontre, plusieurs diplomates restaient prudents parce qu'ils avaient l'impression que le président angolais essayait d'obtenir dans la précipitation un accord de paix. Vous le disiez, Paulina, le chef de l'État rwandais ne s'est donc pas rendu à Luanda aujourd'hui. Un revirement lié à l'impasse dans les discussions hier sur la question de l'inclusion du M23 dans un dialogue direct avec la RDC. C'est ce qu'a indiqué le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Nous avons été invités à ce sommet par lettre donc du facilitateur le 30 novembre qui indiquait que la partie congolaise avait donné son accord sur le dialogue avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi. On a aussi reçu un projet d'accord qui aussi contenait le mot dialogue. On est venu ici à Luanda mais on a été surpris que la ministre des Affaires étrangères de la RDC a catégoriquement refusé toute idée de dialogue avec le M23, ce qui contredisait l'accord initial, puisque le seul objet du sommet était la signature de l'accord et qu'il n'y avait pas d'accord entre les ministres sur cette question des M23, le sommet n'avait plus raison d'être. Mais pour nous, les consultations doivent continuer avec le facilitateur du processus de Luanda et même le facilitateur du processus de Nairobi. Lorsque une proposition concrète et sérieuse sur ce dialogue nous serait présentée, le Rwanda est tout à fait disposé à revenir pour signer cet accord. Le ministre rwandais des Affaires étrangères au micro de notre correspondante Lucie Mouillot. RFI 21h34 à Mamoudzou, où un premier avion de la sécurité civile a atterri cet après-midi à Mayotte. À son bord, 3 tonnes de matériel de secours et du personnel médical. Mais après le passage de l'ouragan Chido, l'archipel est encore largement coupé du monde. La tour de contrôle de l'aéroport est hors service, l'hôpital est touché, les écoles également, et des milliers de cases en tôle dans les bidonvilles ont été balayées par les rafales de vent. Au moins 14 personnes sont décédées, mais le bilan pourrait être beaucoup plus lourd, comme l'explique le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieville. Nous avons un décompte qui est lié à l'hôpital, donc des personnes que nous avons pris en charge à l'hôpital. Nous avons eu 9 décédés, 5 personnes en urgence dépassées, donc des personnes qui a priori vont perdre la vie. On a 5 urgences absolues et puis nous avons 246 personnes en urgence relative, donc des personnes qui sont blessées mais qui s'en sortiront. Mais ce résultat-là n'est pas plausible. Quand on voit les images
des bidonvilles notamment. Je n'imagine pas que nous n'ayons malheureusement pas plus de victimes que je ne pourrais pas décompter. Je le dis de façon officielle. Je pense qu'il y aura certainement plusieurs centaines. Peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers. Mais il est évident que, vu la violence de cet événement, nous l'avons tous vécu dans notre chair. Donc cet événement, forcément, il a un décompte beaucoup plus important. Nous essaierons de le faire. Voilà, parce qu'il nous appartient, évidemment, de dresser ce bilan. François-Xavier Bieuville, préfet de Mayotte, ce soir chez nos confrères de Mayotte, la première, et puis aux Comores voisines. Pas de victimes à déplorer selon les autorités, mais de gros dégâts dans les bananeraies notamment. Ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, aujourd'hui à Abuja au Nigeria, la question du maintien dans l'organisation des États de l'Alliance des États du Sahel était au cœur des discussions. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne seront plus membres de l'organisation ouest-africaine à partir du 29 janvier prochain. Les chefs d'État ont donc pris acte de leur intention de partir. Moïse Gomis, vous êtes notre correspondant à Abuja. Moïse, une période de transition va donc s'ouvrir à partir du 29 janvier, une période de transition de 6 mois. Et à l'issue, la sortie des 3 États sahéliens de la CEDEAO sera donc définitive. Effectivement, le président de la commission de la CEDEAO, c'est du Mali, du Burkina et du Niger. Durant 6 mois, Omar Alieu Touré et son administration vont gérer notamment la situation des salariés et contractuels de la CEDEAO originaires des 3 pays, mais ils vont aussi s'appliquer à préparer le déménagement des différentes agences communautaires dont le siège sont situés dans ces 3 États membres fondateurs de la communauté ouest-africaine. La commission va suivre et appliquer les textes. Moïse Gomis, excusez-nous pour ces petits problèmes de liaison technique. Moïse Gomis en direct avec nous depuis Abuja. Notez par ailleurs que la CEDEAO a approuvé aujourd'hui un tribunal spécial pour juger les crimes commis en Gambie sous l'ère Yahya Jammeh entre 1994 et 2017. L'ex-dictateur vit depuis sa chute en Guinée équatoriale. Moïse Gomis, on vous retrouve depuis Abuja. Moïse, vous le disiez, à l'issue d'une période de transition de 6 mois, la sortie donc du Niger, du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO sera donc définitive. Effectivement, durant 6 mois, Omar Alieu Touré, le président de la commission de la CEDEAO et son administration vont gérer notamment la situation des salariés et contractuels de la CEDEAO, originaires de ces 3 pays, mais ils vont aussi s'appliquer à préparer le déménagement des différentes agences communautaires dont le siège sont situés dans ces 3 États membres fondateurs de la communauté ouest-africaine. La commission va suivre et appliquer les textes prévus en cas de sortie d'un pays, comme cela avait été le pour la Mauritanie en 2000. En revanche, à la demande du Sénégal et du Togo, la médiation va se poursuivre avec les dirigeants des 3 pays sortants. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'organisation ouest-africaine laissent encore 6 mois, je cite, de réflexion au Mali, au Burkina et au Niger. Et à compter du 30 juillet 2025, sauf revirement de leur part, leur sortie sera considérée comme définitive par la CEDEAO. Moïse Gomis en direct depuis Abuja pour RFI. L'ambassadeur de France en Algérie convoqué pour des accusations de déstabilisation du pays. Selon le journal Le Soir d'Algérie, les autorités algériennes ont accusé les services secrets français de mener des opérations de déstabilisation sur le territoire algérien. Nouvel épisode de tension qui intervient alors que les relations entre les 2 pays étaient déjà au plus bas. Alger a décidé cet été, on le rappelle, de retirer son ambassadeur en France après l'annonce du soutien de Paris au plan marocain d'autonomie sur le Sahara occidental, un territoire revendiqué par les indépendantistes sahraouis soutenus par l'Algérie. Un mot de football, on dispute ce week-end la 3e journée de la phase de poule des Coupes africaines en Ligue des Champions. Les Sud-Africaines des Mamelodi Sundowns ont dominé les Marocaines du Raja Casablanca 1-0 dans le groupe B. Dans le groupe D, pas de vainqueur entre Djoliba de Bamako et les Angolais de Sagrada Esperança 0-0. Et puis
puis les Maliens. 21h30 à Kigali, 22h30 à Mamoudzou. Charlotte de Rouen. Bonsoir à toutes et à tous. Il n'y aura pas d'accord de paix dans l'immédiat dans l'est de la RDC. La rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'a finalement pas eu lieu aujourd'hui. La question d'un dialogue direct entre le pouvoir congolais et les rebelles du M23 a été le point de rupture. Les autorités craignent le pire à Mayotte. Après le passage du cyclone Chido, le bilan humain pourrait atteindre plusieurs centaines de morts et les dégâts matériels sont colossaux. Une période de transition de 6 mois va s'ouvrir pour le Niger, le Burkina Faso et le Mali avant leur retrait définitif de la CEDEAO. Voilà ce qu'ont annoncé aujourd'hui les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation ouest-africaine réunie à Abuja. Nouvel épisode de tension dans les relations entre Alger et Paris. L'ambassadeur de France à Alger a été convoqué par les autorités pour des accusations de déstabilisation du pays. Il est l'un des derniers footballeurs en lice pour décrocher le ballon d'or africain, le Marocain Achraf Hakimi, plébiscité en tout cas par tous les amateurs de foot de son pays. C'était un sommet attendu depuis longtemps, un sommet qui suscitait l'espoir de voir enfin peut-être avancer la perspective d'un accord de paix dans l'est de la RDC. Mais la rencontre à Luanda en Angola aujourd'hui entre les présidents congolais et rwandais n'a finalement pas eu lieu. Félix Tshisekedi et Paul Kagame devaient se retrouver à l'invitation de leur homologue João Lourenço, médiateur de l'Union africaine entre les deux pays. Pauline Azidi, des tensions apparues avant même l'arrivée des chefs d'État ont fait finalement échouer cette rencontre. Oui, au final, le président Paul Kagame n'a donc pas fait le déplacement à Luanda et seul le président congolais, arrivé dans la matinée, s'est entretenu avec le chef de l'État angolais, mais aussi avec l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, qui pilote, lui, l'autre processus sur l'est de la RDC, celui de Nairobi, qui encadre les négociations avec les groupes armés. Des tensions étaient apparues hier quand les ministres des Affaires étrangères ont commencé leur discussion. Pourtant, on travaille sur le scénario de la signature d'un accord assuré, une source diplomatique encore samedi. C'est finalement quand il a été question d'entrer dans le détail de cet accord que les esprits se sont échauffés et c'est la question d'un dialogue direct entre le pouvoir congolais et les rebelles du M23 qui a fait divergence. Ces discussions exigées par les Rwandais, c'est la ligne rouge de Kinshasa depuis plus de 2 ans. Alors est-ce que le processus de Luanda va pâtir de cet échec? Ici à Kinshasa, avant cette rencontre, plusieurs diplomates restaient prudents parce qu'ils avaient l'impression que le président angolais essayait d'obtenir dans la précipitation un accord de paix. Pauline Azidi à Kinshasa pour RFI. Plusieurs centaines, voire peut-être même des milliers de morts à Mayotte après le passage du cyclone Chido. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le préfet de ce département français d'outre-mer. Des toits arrachés, des bâtiments inondés, des cases en tôle effondrées. L'hôpital est touché, la tour de contrôle de l'aéroport hors service. C'est un paysage de désolation qu'a laissé le cyclone derrière lui. L'archipel est encore largement coupé du monde, de quoi alimenter l'inquiétude de ceux qui ont des proches sur place. Les étudiants comoriens installés à Madagascar tentent de joindre leurs proches qui vivent à Mayotte, mais leur téléphone sonne désespérément dans le vide. Écoutez ce témoignage d'un étudiant, il s'appelle Arissina Kibou. On vit dans la peur, on vit dans l'inquiétude. Comme on est à distance, donc on est toujours en contact, on essaie d'établir le contact. On a eu des nouvelles de nos proches qui vivent dans les îles, surtout nos proches qui sont en juin, à Moélie ou à la Grande Comore, mais il y en a ceux d'entre nous qui n'ont pas eu de nouvelles de leurs proches, qui vivent à Mayotte surtout, parce que le réseau de Facebook a été coupé à Mayotte depuis hier. C'est nos proches qui sont au pays, c'est nos proches qui sont dans cette situation, qui vivent cette situation sur place, donc on est toujours inquiets. Nous ici, on peut se mobiliser ici en tant qu'étudiants, nous rassembler pour des prières, pour prier Dieu, c'est tout, mais concernant des fonds, on n'en dispose pas. Nous ici, on ne travaille pas, on étudie, on ne peut pas envoyer de l'argent aux Comores. On ne peut pas envoyer de l'argent à nos familles parce que c'est eux qui nous envoient de l'argent ici. Un témoignage recueilli par Guillaume Fabry. Ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO aujourd'hui au Nigeria, à Abuja. La question du maintien dans l'organisation des États de l'Alliance des États du Sahel était au cœur des discussions. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne seront plus membres de l'organisation ouest-africaine à partir du 29 janvier prochain. Les chefs d'État de la CEDEAO ont pris acte de cette intention de partir. Une période de transition de 6 mois va donc s'ouvrir à partir du 29 janvier et
l'issue de cette période, fin juillet, la sortie des 3 États sahéliens de la CEDEAO sera alors définitive. Moïse Gomis. Le président de la commission de la CEDEAO a pour mandat d'organiser la sortie du Mali, du Burkina et du Niger, car ces 3 États ne seront plus membres à compter du 29 janvier 2025. Durant 6 mois, Omar Aliou Touré et son administration vont gérer notamment la situation des salariés et contractuels de la CEDEAO originaires de ces 3 pays, mais ils vont aussi s'appliquer à préparer le déménagement des différentes agences communautaires dont les sièges sont situés dans ces 3 États membres fondateurs de la communauté ouest-africaine. La commission va suivre et appliquer les textes prévus en cas de sortie d'un pays, comme cela avait été le cas pour la Mauritanie en 2000. En revanche, à la demande du Sénégal et du Togo, la médiation va se poursuivre encore avec les dirigeants des 3 pays sortants, car les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'organisation ouest-africaine laissent encore 6 mois, je cite, de réflexion au Mali, au Burkina et au Niger. Et à compter du 30 juillet 2025, sauf revirement de leur part, leur sortie sera considérée comme définitive par la CEDEAO. Moïse Gomis, Abuja, RFI. Notez par ailleurs que la CEDEAO a approuvé aujourd'hui un tribunal spécial pour juger les crimes commis en Gambie sous l'ère Yahya Jammeh entre 1994 et 2017, l'ex-dictateur qui vit depuis sa chute en Guinée équatoriale. Cette nouvelle crise dans les relations entre l'Algérie et la France, selon des médias algériens, l'ambassadeur de France à Alger a été convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères. Une convocation qui serait liée à des révélations faites par un ancien djihadiste algérien en Syrie. Cet homme accuse la DGSE, les services secrets français, d'avoir voulu le manipuler pour organiser des attentats en Algérie. Les précisions de Faisal Metaoui. À visage découvert, Amin Aissaoui, 35 ans, s'est présenté dans un reportage diffusé par la télévision publique algérienne comme un ancien djihadiste en Syrie et en Irak, revenu en Algérie pour purger une peine de prison. À Alger, il aurait été contacté par des agents de la DGSE, service secret français. Il lui aurait demandé, selon ses dires, d'espionner les islamistes radicaux dans les quartiers populaires algérois, de se rendre au Niger pour s'informer sur les groupes armés, puis de constituer une cellule terroriste en Algérie en vue de commettre des attentats. La presse algérienne a annoncé ce dimanche la convocation de l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté, à cause de cette affaire. Selon le journal gouvernemental El Moujahid, qui a cité des sources diplomatiques, il a été signifié à l'ambassadeur, je cite, la ferme réprobation des plus hautes autorités algériennes face aux nombreuses provocations et actes hostiles français en direction de l'Algérie. L'Algérie prendra toutes les mesures qui s'imposent pour faire face à ces tentatives d'ingérence, est-il ajouté de même source. Faisal Metaoui, Alger, RFI. Et de son côté, le chef de la diplomatie française dénonce des accusations infondées et fantaisistes. C'est à Marrakech que sera remis demain le Ballon d'Or africain. 5 footballeurs sont encore en lice et parmi eux l'arrière droit du PSG et des Lions de l'Atlas, Achraf Hakimi. Reportage à Casablanca de Mathias Renal. Un terrain synthétique à Casablanca. Ici s'entraîne l'équipe féminine de l'association sportive El Ansam. Les joueuses savent très bien ce qui va se passer lundi. Il y aura la remise du Ballon d'Or africain et j'espère, Inch'Allah, que c'est Hakimi qui va l'emporter. Il le mérite. Salma, 16 ans, est attaquante. On s'inspire de lui, de sa manière de jouer. On rêve d'être comme lui un jour. C'est Aziz, le coach adjoint qui dirige l'entraînement, et il a de bons arguments pour le jury des CAF Awards. C'est un joueur qui fait la différence, c'est même un très grand joueur. Il se bat sur le terrain, il a un rôle essentiel au sein de son équipe. En ce moment, il porte le Paris Saint-Germain à bout de bras. Zineb est défenseur central et Hakimi est son modèle évidemment. Pour les motivations d'avant le match, on regarde des vidéos de Hakimi, on essaie d'être comme lui en dehors du terrain, de bien manger, de s'entraîner correctement. Mais toute l'histoire, elle tourne autour de lui actuellement. Si le jury des CAF Awards a encore du mal à trancher, pour les Marocains, c'est bien Achraf Hakimi qui est le meilleur joueur d'Afrique. Mathias Renal, Casablanca, RFI. Et le Ballon d'Or africain sera donc remis demain soir depuis Marrakech au Maroc.